Et voilà, bienvenue dans la grande bibliothèque familiale pour ce premier cours vidéo. Donc un projet qui me tient à cœur et qui va consister à vous proposer des réflexions sur les écrivains, sur les périodes historiques, que nous étudions ensemble par un chemin un peu, qui évoque un peu, je sais pas, les youtubeurs, quoi, voilà. Donc quelque chose de peut-être d'un peu plus fun que vos recherches à l'université de Genève, que nous travaillons sur les auteurs, et ça peut servir de complément de recherche. Donc là, il va y avoir un triptyque de vidéos, hein, 3 vidéos, qui vont s'adresser à mes élèves de première et de terminale, et enfin même d'ailleurs à tous les élèves de première et de terminale, alors IB en l'occurrence, parce que ça va se concentrer sur les écrivains que vous avez au programme. L'idée, c'est un peu, pour citer M. Dickens, Tale of Three Cities, free comme ça, hein, je excuserai l'anglais, c'est pas Tale of Three Cities, je sais pas comment il dirait ça, M. Dickens. Donc de Saint-Pétersbourg, Paris, Oslo, à travers 3 écrivains, le Gogol de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg est un peu au centre de ce que nous étudions. Le Paris de Charles Baudelaire, et enfin, alors pas vraiment Oslo, la ville en tant que telle, mais le territoire singulier qui est la Norvège des années 1880. Et à travers ce projet, je voudrais vous faire traverser disons une histoire politique et économique du 19e siècle, puisqu'on partirait du coup des années 1830 avec Nicolas Gogol, et donc du régime des tsars, donc un régime despotique et autocratique, fondamentalement, si vous voulez, construit sur une aristocratie. Ensuite, nous arriverions en 1853 dans le Paris haussmannien, enfin début des travaux, disons, d'Haussmann. Et donc là, nous étudierions une tyrannie bourgeoise ou une dictature bourgeoise. Donc ça reste un régime despotique, mais il y a un renversement de classe, hein. On est passé de l'aristocratie, la terre, à la bourgeoisie, l'industrie. Et tout ça, bien évidemment, c'est à travers un procédé fondamental du 19e siècle, la révolution industrielle. C'est la clé de la compréhension du 19e siècle. Et on terminerait par une monarchie constitutionnelle, un régime démocratique assez proche d'une autre, avec le texte d'Henrik Ibsen, Une maison de poupée. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le commencement, la Russie des tsars. Alors, là, la Russie des tsars, j'ai beaucoup à dire. J'ai abondamment travaillé. Oui, je pense que je vais diviser cette première partie en 2 sous-parties distinctes. Une qui va se concentrer, si vous voulez, sur le territoire, le régime politique et les problématiques extrêmement importantes liées au retard de la Russie dans l'industrialisation. Et ce retard explique beaucoup de choses. Parce qu'aussi, si vous voulez, et ça j'y reste profondément attaché, alors bien sûr on peut interpréter un texte à l'aune de notre société. On peut lire Gogol à travers nous. Il n'y a pas fondamentalement de problème à ça. Mais quand même, la littérature, quelque part, c'est des espaces et des hommes. Et alors, on peut comprendre Gogol hors de lui-même et hors de sa société. On a une liberté interprétative en tant que sujet, si vous voulez, interprétant, en tant que sujet connaissant, pour reprendre un peu le cours de théorie de la connaissance. Néanmoins, il est bon d'essayer d'approcher, dans la mesure du possible, la lecture du monde qui était celle du sujet connaissant de Nicolas Gogol. Quelle était sa réalité, quel est ce territoire, comment est-ce qu'on y vit, comment est-ce qu'on y est, EST, voilà. Et donc je pense que je vais diviser ça pour que ce soit pas trop lourd pour vous en 2 vidéos distinctes, une où je vais quand même expliquer la Russie des tsars et le régime des tsars, et casser 2-3 idées communes qu'on aurait dessus dans un premier temps.
Et ensuite, je vais faire résonner l'œuvre de Gogol. Alors, à travers les nouvelles de Saint-Pétersbourg que vous étudiez, d'ailleurs, conception tardive, écriture de jeunesse, mais conception finale tardive, ça c'est important, j'expliquerai. Et bon, ben, j'ai profité que j'étais dans la bibliothèque familiale pendant les vacances, qui ont été un peu rallongées pour moi à cause d'une méchante grippe dont je peine à sortir, je vous avouerai, ça doit se voir d'ailleurs sur ma tronche. Ben, j'en ai profité pour relire quelques textes que j'ai ici, notamment si vous voulez rire, absolument exceptionnel, sa pièce de théâtre comique Le Révisor. C'est elle qui va le rendre célèbre. Donc je vais évoquer Le Révisor, je vais évoquer peut-être un peu Les âmes mortes, Gogol conteur aussi. Voilà, beaucoup de choses qui vont peut-être vous permettre de mieux approcher cette œuvre. Peut-on véritablement comprendre les écrivains russes si on ne trempe pas un peu dans la violence de leur histoire, de leur pays et de leur climat? Donc, je vais consacrer cette toute première partie de mes réflexions et de mon étude à une présentation, si vous voulez, de ce que c'est véritablement le régime des tsars, de quand est-ce qu'il s'installe. Je vais procéder, je pense, en 3 temps. Je pense que je vais faire une première partie, si vous voulez, sur l'installation des tsars. Une deuxième partie sur deux grandes figures extrêmement importantes pour nous. La figure de Pierre le Grand, le fondateur de Saint-Pétersbourg pendant la Grande Guerre du Nord contre l'Empire de Suède. Et ensuite sa belle-fille Catherine II de Russie. Et ensuite nous glisserons, alors rapide passage sur les guerres napoléoniennes et le triomphe d'Alexandre II, qui est donc du coup le fils de Catherine II et le frère de Nicolas Ier. Et enfin, je consacrerai la dernière partie, qui sera sans doute la plus longue, à une étude beaucoup plus approfondie sur le régime de Nicolas Ier. Alors Nicolas Ier, pour nous, il est très important. C'est l'empereur sous lequel l'œuvre de Nicolas Gogol se déploie, et c'est sans doute le plus tyrannique et le plus autocratique des tyrans et des autocrates russes. Voilà. Donc c'est une œuvre qui va être marquée par le saut de cette violence politique. Ça, je l'expliquerai après dans la deuxième vidéo que je consacrerai à l'œuvre de Nicolas Gogol, centrée bien évidemment sur les nouvelles de Saint-Pétersbourg, mais je parlerai aussi d'une pluralité de textes, le Révisor, parce que je profitais des vacances pour le relire, parce que franchement c'est génial, et un petit peu Les âmes mortes, parce que j'en ai des morceaux choisis dans une vieille édition de la bibliothèque familiale. Voilà. J'ai pris goût un peu à lire ces choses. Il ne faut pas lire que les œuvres du programme, il faut aussi pour vous, pour votre santé mentale, il faut penser à pouvoir lire d'autres choses. Alors, je m'appuie quand même, je vous montre aussi la méthodologie de la recherche. Hein, la vertu pédagogique de ces vidéos, c'est aussi de vous montrer ma méthode de travail. Donc, pour cette première partie historique, histoire, la Russie, Nicolas et ensuite Gogol, enfin les deux Nicolas, quoi, du coup, d'une certaine façon. Alors, je m'appuie sur deux travaux assez larges d'historiens. Alors, l'historien américain Richard Pipes, là, vous m'excuserez encore pour la prononciation, Dick Pipes, je ne sais pas comment on dirait ça bien, mais vous m'apprendrez. Voilà. Histoire de la Russie des tsars. Et alors bon, conscient qu'un propos américain par rapport aux voisins russes, vous voyez, n'est pas forcément absolument neutre, encore que franchement c'est très documenté, c'est très sérieux. Hein. Eh bien, je m'appuie aussi sur les travaux de Michel Heller, Histoire de la Russie. Michel Heller, lui, a la double nationalité, biélorusse et française. Voilà. Alors, la chose que je veux faire dans ce
sous-chapitre. C'est casser une idée reçue très forte, profondément travaillée par l'idéologie, si vous voulez, tsariste, telle qu'on la retrouve notamment chez Dostoïevski, et par le régime russe actuel. D'ailleurs, je me permettrai des ponts. Ça, il y a ce lieu commun qui dit que le passé enseigne sur le présent, qui permet de mieux le comprendre, que les erreurs du passé, etc., pas les reproduire. Bon, c'est quand même particulièrement intéressant, c'est quand même particulièrement, vous allez voir par moments, particulièrement savoureux, particulièrement intéressant de voir comme quand même cette histoire russe explique bien des choses que nous-mêmes actuellement sommes en train de vivre. Alors sans tout expliquer bien sûr, hein, il faut pas, l'idée d'une capillarité parfaite est évidemment fausse, ce sont deux contextes très différents, mais vous allez voir c'est assez intéressant et c'est assez amusant. Alors la première idée reçue, donc du coup cette idée reçue très idéologique que j'évoque, quelle est-elle? Eh bien l'idée que le peuple russe aime ses tsars, que c'est un gouvernement qui s'est installé par la volonté divine, avec l'accord servile de la population, et que ce sont des dynasties qui ont évolué dans une autorité sereine. Tout cela est absolument faux. Changement de cadre, changement de décor, c'est ça la magie du cinéma. On était dans la grande bibliothèque familiale et paf, d'un coup, nous voilà dans ma cuisine à Ferney-Voltaire. C'est nettement moins clinquant. Voilà, j'ai eu quelques soucis avec le premier logiciel avec lequel j'enregistrais les vidéos. J'ai changé de logiciel parce que ça s'appliquait mal à mon logiciel de montage, lequel est pas foufou. De 1 et de 2, je commence moi-même à le maîtriser. C'est aussi un peu ça le principe. Vous savez, les youtubeurs qui débutent, leur première vidéo, c'est pas la folie. Voilà. Vous allez vous dire, il a changé de cadre, mais il n'a pas changé de suite, cette espèce de gros dégueu. N'oubliez pas que des suites noires, pour casser un mythe aussi à mon sujet, j'en ai plusieurs en fait. Hein, voilà. Je les aime bien, j'aime bien le noir et en fait j'en ai 4 ou 5 des comme ça. Voilà. Bien. Passé cette petite introduction contextuelle, revenons à notre propos. Alors, qui sont-ils les tsars? Si on remonte aux temps immémoriaux, selon les textes romains et les textes byzantins, on trouverait des Slaves autour du VIe siècle dans la région de l'actuelle Ukraine et un peu plus haut, autour de la mer Noire, tout ça. Donc, il commence, ce sont, et ça c'est un point important, au départ, ce sont des seigneurs des apanages et de grands propriétaires terriens, c'est-à-dire ce sont des seigneurs de guerre, des conquérants et des cavaliers. Hein. Ils viennent des peuples des steppes et ils se seraient mélangés avec un peuple plus au nord qui se situerait dans l'actuelle Finlande, Suède, et qu'on appelle les Varegs. Alors, on peut vraiment commencer à parler d'eux en tant que nation à partir du russe de Kiev, qui a fait couler tant d'encre. Vous savez, le russe de Kiev légitimerait bien des choses. Alors, le russe de Kiev, il n'a rien à voir avec Kiev. C'est beaucoup plus grand, ça va beaucoup plus haut. Ça atteint la Finlande, hein, en réalité, le russe de Kiev. Donc, ça n'a rien à voir avec l'actuelle Ukraine. Alors, ce serait l'origine, voilà. On voudrait nous le faire croire, en tout cas, de la Russie. Et alors, on peut dire que Kiev en devient la capitale, un espace urbain et économique important à la fin du 7e siècle, début du 8e siècle, voilà. Ils ont une conversion
au christianisme relativement tardive, hein. On la date de 988, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé chez Monsieur Pipes, voilà. Et alors, au départ, ils s'appellent pas les tsars, ils s'appellent les grands princes, ça s'appelle les khahan, voilà. Je le prononce un peu à l'espagnol. Et alors, ils font face à de très nombreuses guerres de succession, puisque, vous savez, selon le principe féodal qu'on retrouve en Occident aussi, la terre du père est partagée entre les fils. Et alors, donc, ben, du coup, si vous avez 3 fils, ça fait que votre royaume, il est divisé en 3, et puis les fils vont généralement, voilà, c'est Bibou qui vient se greffer à notre vidéo, vont généralement, pousse-toi mon Bibou, pousse-toi, voilà. Ben, les fils vont généralement se mener des conflits fratricides pour le coup, pour reprendre l'intégralité du territoire, peut-être un peu plus si c'est possible, parce que vous avez quand même cette logique des seigneurs de guerre. La Bibou est en train de marquer mon ordinateur, c'est pour ça que ça bouge. Voilà, j'essaye de l'en empêcher, mais en vain. Et moi aussi, j'ai un seigneur de guerre, voilà, qui m'empêche, qui possède des choses et qui m'empêche de faire à bien mes vidéos. Donc, dans cette sociologie extrêmement différente, cela dit, de celle des futurs tsars. Alors, on retrouve le titre de tsar dans les textes, justement à partir de leur conversion, c'est-à-dire quelque part autour du Xe siècle ou du XIe siècle, ça suffit Bibou. En fait, tsar vient de Caesar, et en l'occurrence, c'est le titre qu'ils attribuent à l'empereur de Constantinople. Voilà. À partir du XIIIe siècle, XIIe siècle, ils vont commencer à connaître. Il est têtu ce chat. Je vais faire une pause et je vais punir la bête. Voilà. Je reviens. J'en suis aux invasions des Mongols. Voilà. Donc j'ai vaincu la bête. Donc je repars sur ce que je disais rapidement. Donc, conversion au christianisme en 988. Et alors, du coup, cette Moscovie, elle se compose des grands princes. Vous en avez plusieurs. Vous avez la République de Novgorod. Vous avez plusieurs territoires. C'est composé en une dizaine de territoires. Bon, à part Novgorod, qui est une république, tout le reste, ce sont des grands princes autographes. Mais enfin, c'est une république sur laquelle il sera assez intéressant de se pencher. Je ferai peut-être rapidement. Juste, donc ces grands princes vont régner tous ensemble, avec, comme j'ai expliqué, des divisions quand le père meurt et que les fils se battent pour reprendre le pouvoir, et puis ils font aussi la guerre entre grands princes. Enfin voilà. Enfin, ce sont des seigneurs de guerre. Cette dimension va être d'ailleurs assez importante pour comprendre la suite. On verra que la Moscovie à venir, parce que on ne peut pas vraiment parler de Moscovie encore, puisque donc, comme je disais, les Mongols vont venir mettre un peu, voilà, vont venir mettre un peu à sac tout ça. Bon, c'est quand même une nation qui, en tout cas jusqu'à la période qui nous concerne, celle de Nicolas Ier et au-delà, va continuellement connaître la guerre. Et c'est sans doute lié aussi à cette nature, disons, extrêmement propre à la politique russe. C'est quand même l'idée du chef militaire, l'idée du seigneur de guerre qui domine, du propriétaire terrien qui domine, si vous voulez, sur le monarque. Alors, si on prend rapidement la sociologie de l'époque, si tant est que ce terme puisse être utilisé, il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que donc vous avez majoritairement des paysans, des soldats et des aristocrates, et que, alors vous avez du servage, hein, et je vais revenir
sur ce que c'est que le servage, parce que vous avez plusieurs types plusieurs catégories de paysans. Il y en aurait trois grandes, selon l'historien et sociologue Heller. Il y aurait, si vous voulez, les serfs, les collops. Alors, je n'ai pas vu de très grande différence, et les paysans libres. Alors, les serfs, ils ont un autre nom en russe, je vous le retrouve tout à l'heure. Voilà. Les serfs, eux, ce sont généralement, en fait, ce sont des esclaves, parce qu'en fait, ils sont ramenés pour travailler la terre après les conquêtes. Ils ont subi les conquêtes, ils ont été faits prisonniers et ils sont ramenés comme esclaves. Alors que les collops, alors, il trouvera la distinction qu'il veut, ce seraient des paysans qui ne sont pas libres, en opposition aux paysans libres, et qu'il ne faut pas confondre avec les kourouks, qui eux sont des paysans qui possèdent la terre. Et il y a vraiment une variation, enfin une sociologie de la paysannerie assez complexe. Pour être honnête avec vous, je ne vois pas trop la différence personnellement entre les conditions de vie d'un cerf et celles d'un collops, entre celui qui est un esclave et celui qui n'est pas libre. Mais voilà, je ne suis pas assez savant en histoire de la Russie pour vous l'expliquer. Et bon, quand même, les deux livres que je me suis cogné sont assez mastoc, et j'ai pas trop, je vous avouerai, insisté sur le sujet. Ce qui est important quand même à noter, c'est qu'à l'époque, vous avez quand même, donc, pour une certaine partie de la paysannerie et pour les aristocrates, vous avez la liberté de mouvement. C'est-à-dire que les paysans sont libres de se déplacer où ils veulent sur la terre et de vendre leurs services qu'ils veulent aux seigneurs. Et c'est une des choses que l'absolutisme des tsars, qui ne sont pas encore là, hein, là ce sont les grands princes, les khachans, va tenter de venir saper. Alors, à partir du XIIIe siècle, donc autour de 1240, Kiev est pillé, Novgorod se rend sans combattre, voilà. Là, vous avez donc l'invasion de ce qu'on appelle la Horde d'Or, c'est-à-dire le grand empire mongol. Et donc, cet empire, en gros, ce qui va se passer, si vous voulez, c'est que comme cet empire est immense, vous regarderez la taille de la Horde d'Or, l'empire mongol reste le plus grand empire qui en termes de dimension, ça reste le plus grand empire qui ait jamais existé à ce jour. Et donc forcément, à l'époque, si vous voulez, les moyens de communication n'étant pas foufou, vous ne pouvez pas avoir véritablement au XIIIe siècle une centralisation. Vous ne l'avez pas dans le royaume de France, vous ne risquez pas d'avoir dans l'empire mongol. Donc du coup, vous vous appuyez sur les pouvoirs locaux pour récolter les taxes. Donc, en fin de compte, ça ne change pas grand-chose à la sociologie précédente. Vous avez toujours donc ces grands aristocrates qu'on appelle les boyards, qui même d'une certaine façon, on pourrait dire, gagnent à la présence mongole, puisqu'ils ne perdent pas leurs terres. Ils sont gouverneurs au profit du Khan et lèvent l'impôt en son nom. Donc, les boyards, la très haute aristocratie, les aristocrates et les paysans libres, eux, ont toujours le droit de se déplacer où ils veulent sur ce vaste territoire et de se mettre au service du seigneur de leur choix. Du coup, la fragilisation progressive de la Horde d'Or à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle va réveiller les velléités moscovites. Moscou rapidement devient quand même, si vous voulez, la principauté, la
plus importante elle va être unifiée et libérée des Mongols sous le règne de Ivan III. Voilà. On peut considérer que la Moscovie unifiée, du coup, puisqu'il va aller conquérir tous les autres grands princes, hein, c'est un grand conquérant lui-même, et il va triompher par 2 fois de Mamaï, le seigneur mongol. On peut définir qu'autour vraiment de l'extrême début du XVIe siècle, la Moscovie en tant que nation, disons, est définitivement défaite du joug des Mongols. Après donc avoir mis une première belle peignée aux Mongols en 1503 et les avoir poursuivis par-delà la Volga et leur avoir mis une deuxième peignée, Ivan III deviendrait théoriquement le premier des tsars. Alors, j'attire votre attention déjà sur l'évolution du terme. Donc, hérité du caesar latin, vous avez une notion qui va être assez importante que je vais développer, c'est la notion de la troisième Rome. Donc, c'est hérité du caesar latin. Donc, César, comme Jules César, celui qui serait né de la césarienne, non, le premier de tous les Césars, quoi. Et donc première Rome. Le terme ensuite désigne longtemps, à partir de leur conversion à l'orthodoxie, même un mythe assez rigolo là-dessus, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais vous me demanderez, ça me montrera que vous avez écouté les vidéos, et je vous raconterai, il y a quand même une hésitation, si vous voulez, entre le choix de la religion Tangri, le choix de la religion musulmane et le choix de la religion orthodoxe. Donc, suite au choix, en définitive, de la religion orthodoxe, le tsar, ça désigne l'empereur de Constantinople. Puis, après les invasions mongoles, le tsar, ça désigne le grand Khan. Et enfin, à partir du moment où la Moscovie libérée du joug mongol et unifiée, alors le tsar commence doucement à définir si vous voulez, l'empereur de toutes les Russies, mais vraiment très doucement. Ça commence par la théorisation de l'Église, si vous voulez. L'Église commence à la même époque alors, il faut savoir que l'Église le fait non sans un peu d'intérêt. En fait, l'Église possède un tiers des terres. Et il y a un projet qui sera celui d'Ivan, qui sera celui de son fils Vassili, et puis de son fils Ivan IV, le fameux Ivan le Terrible, et qui consiste à retirer cette terre. Hein. Ces hommes se conçoivent, ça c'est très important à comprendre, comme des propriétaires terriens beaucoup plus que comme des monarques. Dans une deuxième petite phase, je vous expliquais cette différence, elle est très très importante, et elle est d'autant plus importante pour nous qu'elle va durer longtemps et qu'elle touchera aussi le régime de Nicolas Ier. Donc l'Église qui ne veut pas perdre ces terres, veut faire plaisir au prince, et du coup elle théorise, si vous voulez, la notion du pouvoir du souverain, de ce qu'on appelle, si vous voulez, le pouvoir absolu, ou le monarque de droit divin. Et donc c'est à partir de cette théorisation faite par l'Église qu'il apparaît sous le nom de tsar. Point qui est important parce que en 1503, il y a eu la chute de Constantinople qui est tombée aux mains, je ne suis pas sûr qu'ils s'appellent encore les Ottomans, enfin bon, bref, des Turcs, disons, je pense que c'est l'Empire ottoman. Donc Constantinople est tombée aux mains des Ottomans. Donc vous aviez la première Rome, celle de César, caput. La deuxième Rome, celle du coup Constantin VII, foum, caput. Et donc du coup, c'est à ce titre-là que commence aussi à se développer la théorie de la troisième Rome, donc depuis la chute de Tsargrad, c'est-à-dire Constantinople. Alors, attendez, là j'ai un blanc, je fais une pause.